Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Code 24, le magazine francophone de la rédaction de Futur TV, en partenariat avec France 24. Code 24, votre code d'accès à la planète info. Passons tout de suite au sommaire de cette édition. Un vent de conservatisme souffle sur le Maroc, laissant craindre une radicalisation rampante de la société. Comment le royaume chérifien s'arme-t-il pour lutter contre le fondamentalisme religieux et le terrorisme? Vous en saurez plus ce soir dans Code 24. Il y a 5 ans, le 15 mars 2011, commençait la révolution en Syrie, un mouvement protestataire qui s'est transformé en l'une des guerres les plus violentes que connaît le monde. Nous irons à la rencontre de membres de l'opposition qui ont participé à cette révolte. Avec un pétrole passé sous la barre des 40 $ le baril, une guerre contre l'État islamique chiffrée à plusieurs milliards de dollars, l'Irak est au bord de la faillite. Sur fond de crise économique et conflit entre ministères, la relance industrielle est loin d'être gagnée. Coup de projecteur sur la tradition horlogère dans l'Est de la France, une tradition qui remonte au XVIIe siècle. Ce soir, dans Code 24, nous vous emmenons à la rencontre d'artisans horlogers, garants des traditions, mais aussi innovateurs. Enfin, nous vous proposons un voyage dans les entrailles de Paris. Sous les pieds des Parisiens se cache une véritable ville dans la ville, un mystérieux Paris souterrain. Comme de nombreux pays arabo-musulmans, le Maroc n'est pas épargné par la propagande de l'organisation de l'État islamique, en particulier chez les jeunes. Près de 3000 Marocains combattraient actuellement aux côtés de l'organisation djihadiste. Les services de renseignement marocains sont particulièrement actifs à l'étranger en matière de lutte contre le terrorisme. Le royaume chérifien surveille de près les filières djihadistes impliquant ses ressortissants binationaux, comme ceux résidant en Belgique. Sur son territoire, le Maroc ne laisse rien au hasard. Soucieux de ne pas réitérer le drame des attentats de Casablanca en 2003, les autorités ont affiné leur expertise en matière de lutte contre le terrorisme et la radicalisation. Une méthode basée sur le tout sécuritaire, mais aussi sur une vaste refonte de son champ religieux. Alors que ce pays touristique cultive l'image d'un pays ouvert et tolérant, un vent de conservatisme a traversé le pays il y a quelques mois, laissant craindre une radicalisation rampante de la société. Malgré cela, le Maroc est le seul pays de la région, à ce jour, à avoir échappé aux attentats. Comment le royaume chérifien s'est-il armé pour lutter contre le fondamentalisme religieux et le terrorisme? Sarah Doublier et Jean-Marie Lemaire. Agadir, dans le sud du Maroc. C'est dans cette région qu'un événement a alerté cet été la société civile sur la montée du conservatisme religieux. Dans cette zone, réputée ouverte d'esprit de par son activité touristique, 2 Marocaines ont pourtant été agressées puis arrêtées en juillet dernier. Leur crime ? Porter une simple robe dans ce marché hebdomadaire de la petite ville d'Inzgan. Parmi les associations qui ont pris la défense des 2 victimes, celle de Fatima Lavdali. Cette militante des droits de la femme confirme un changement inquiétant des mentalités. Aux années 70, aux années 80, on trouvait des femmes qui portaient des robes, des mini-robes, des jupes. Et c'était normal, il n'y avait pas de problème. Et maintenant, ce problème augmente, surtout avec la mentalité. Il y a, je sais pas, il y a une idéologie islamiste qui se développe. Violence contre un prétendu homosexuel ou encore appel au meurtre contre les acteurs d'un film traitant de la prostitution. L'épisode de la robe s'est ajouté à d'autres controverses similaires dont la presse s'est fait l'écho. Pour une partie de l'opinion publique marocaine descendue dans la rue, l'affaire est devenue le symbole d'une dérive rétrograde. On ne se rend pas compte que la Marocaine était beaucoup plus libre avant. Est-ce que ça veut dire que nos parents n'étaient pas musulmans? Est-ce que nos parents n'étaient pas pratiquants? Mais il y avait une tolérance. Aujourd'hui, cette tolérance, on ne la voit plus. C'est un Maroc de diversité culturelle. Ce Maroc-là, c'est pas aujourd'hui qui va changer. Et c'est pas aujourd'hui parce qu'il y a des daïchistes à côté que nous allons nous laisser faire.
Et pourtant, la propagande de Daesh gagne du terrain face aux militants pour les libertés. Pauvreté, chômage, absence d'éducation, la jeunesse en manque de perspective est de plus en plus attirée par les combattants de Dieu. Avec près de 2000 djihadistes ayant rejoint l'organisation terroriste, la montée du fondamentalisme au Maroc est prise très au sérieux par les pouvoirs publics. Parmi les institutions mobilisées, le Conseil des oulémas. Sa mission, contrôler les prêches des imams dans les mosquées. Avec comme référence centrale le roi Mohamed VI, commandeur des croyants, ces érudits tentent de contenir par le discours religieux les tentations de départ pour le djihad. Ces gens-là qui partent en Syrie, eh bien, ils ont un certain argument, ils pensent qu'ils sont sur la bonne voie, ils ont des preuves, des versets, des hadiths, etc. Eh bien, c'est à nous d'expliquer à ces gens et à tout le monde que ces gens-là sont ignorants. C'est de notre devoir de montrer la bonne voie. À Tanger, le quartier pauvre de Beni Makada est l'un des foyers de départ de nombreux djihadistes tombés dans l'islam radical. Mustafa Hamdan est imam dans la mosquée de l'arrondissement Misnana. Régulièrement, avant son prêche du vendredi, il prend ses consignes auprès d'un envoyé du Conseil des oulémas. Pour les prêches à venir, vous choisirez de parler des fondements de l'islam, à commencer par la notion de tolérance dans la religion musulmane, et comment se comporter avec les autres religions et croyances. Le tout tiré des fondements de tolérance inspirés de la vie du prophète. L'encadrement des imams se fait de manière directe et indirecte. Ils reçoivent une formation qui leur enseigne des outils de communication et qui leur permet de s'adresser à toutes les catégories sociales, aux jeunes, aux femmes, aux analphabètes, aux intellectuels, etc. Nos prêches abordent des sujets sur la tolérance et sur les valeurs de l'islam. Des valeurs que l'imam Mustafa s'efforce de transmettre chaque vendredi dans cette petite mosquée de quartier. Le prêche est rédigé selon les directives des fonctionnaires de l'État. Tolérance et vivre ensemble sont ici prônés auprès des fidèles. Dans son sermon, l'imam s'élève contre l'ignorance de ceux qui commettent des violences au nom de la religion. Que ce soit dans les quartiers retirés ou dans les grandes mosquées de la ville, selon l'imam Mustafa, l'action des religieux pour lutter contre l'embrigadement reste pourtant limitée. D'après mon expérience, je pense que les jeunes tentés par Daesh ne fréquentent pas les mosquées. Ils ont déjà une idée très arrêtée sur le sujet et fréquentent un cercle de personnes qui les endoctrinent pour mieux les contrôler. On essaye en tout cas de rassurer les parents et on espère que Dieu nous aidera à sauver nos jeunes. Des villes aux campagnes les plus reculées, de nombreux parents sont touchés par le départ de leurs enfants. C'est le cas pour Ali Abachi. Ce père de famille est rongé par l'incompréhension après la disparition de son fils, mort en Syrie à l'âge de 26 ans. Quand sa mère a appris sa mort, elle ne l'a pas supporté et elle n'a survécu que 24 jours après la nouvelle. En 24 jours, j'ai dû vivre 2 funérailles. C'est un gros problème. Les jeunes qui partent pour se tuer alors que nous, parents, on a travaillé, on a tout donné pour les éduquer et eux, ils partent mourir là-bas. C'est principalement depuis les villes du nord du Maroc, proches des enclaves espagnoles, que les départs pour Daesh sont les plus nombreux. L'ampleur du phénomène a poussé ces 2 journalistes à se pencher sur le sujet.
Le phénomène d'immigration vers la Syrie est un phénomène grandissant qui est très grave dans cette région de Fnidek, Martil et autour. Actuellement, les autorités locales ont du mal à cerner les raisons du départ de ces jeunes qui sont pour la plupart âgés de 20 à 30 ans. Hassan et Yassine connaissent souvent personnellement les familles endeuillées. Pour beaucoup, ils étaient des connaissances, voire des amis d'enfance du quartier. Reda. Il s'appelle Reda Ben Mohamed El Wari. Il est mort. Il est mort en Syrie. Comme la plupart de ces jeunes qui s'engagent pour le djihad, Reda a caché à sa famille la véritable raison de son départ. Petit, on jouait ensemble, on était inséparables dans le quartier. Il avait plein de copains, même Hamza qui est là. Et en grandissant, on a tous changé. C'est le destin, on n'y peut rien, c'est comme ça. Il a peut-être été endoctriné. À la fin, il n'en faisait plus qu'à sa tête. Ils ont plusieurs arguments pour les convaincre. Souvent, ils leur disent qu'une fois morts, ils iront au paradis. Il y en a même qui promettent que toute la famille du défunt ira au paradis. Ça leur fait perdre la tête et ils partent. L'endoctrinement ne se fait pas uniquement sur Internet. Dans la rue, la mouvance salafiste a aussi son auditoire, comme le montre cette vidéo amateur enregistrée à Tétouan en octobre dernier. Ce militant salafiste appelle ouvertement à la guerre sainte. Dans les milieux salafistes, certains ont une position plus nuancée. C'est le cas d'Omar El-Hadouchi. Ce cheikh met en ligne ses prêches sur Internet. L'homme a été incarcéré pendant 9 ans pour son implication présumée dans les attentats de Casablanca en 2003. Gracié depuis par le roi, il dénonce aujourd'hui les départs pour Daesh sans pour autant s'opposer au djihad. Le peuple syrien a le droit au djihad. S'ils ne peuvent pas se défendre par eux-mêmes, le pays le plus proche a le droit de les défendre. Mais ceux qui sont loin, comme le Maroc et les autres, nous leur disons de rester chez eux. Depuis la création de l'organisation de l'État islamique, les autorités marocaines redoutent plus que tout le retour de djihadistes des zones de conflit. En mars dernier, une unité de renseignement d'élite a même été créée. Sa mission, neutraliser toute potentielle menace terroriste sur son sol. Ici, on ne badine pas avec la sécurité. Nous, l'état d'alerte, elle est à son degré maximal. Depuis quand? Depuis toujours. Les renseignements marocains communiquent et médiatisent régulièrement le détail des arrestations réalisées dans les milieux djihadistes. Depuis mars dernier, plus d'une vingtaine de cellules affiliées à Daesh ont été démantelées. En cas de saisie d'armes à feu, les autorités font preuve d'une tolérance zéro. Les gens qui introduisent des armes au Maroc, ils écopent des peines lourdes. C'est-à-dire allant jusqu'à 30 ans et à la perpète. Wow. Une législation répressive ajoutée à un système de surveillance performant, le Maroc est régulièrement félicité à l'étranger pour l'efficacité de ses services de renseignement. D'ailleurs, selon le patron de cette toute nouvelle entité, aucun djihadiste marocain n'échappe à la vigilance du royaume. Quand ils reviennent, ils sont directement présentés devant la justice pour écoper des peines. Ce n'est pas le cas, par exemple, dans plusieurs pays en Europe.
Et ça si vous voulez, c'est un vice de sécurité. Moi, j'ai déjà parlé à des collègues, je ne veux pas citer le pays, pour ces gens qui reviennent des zones de tension. Ils m'ont répondu que tant qu'il n'y a pas de renseignements qu'ils ont rallié, par exemple, Daesh ou un groupe islamique, ils ne peuvent pas être inquiétés. Ça, c'est grave. La politique sécuritaire marocaine a permis au royaume d'éviter les turbulences des révolutions arabes et d'être épargné jusqu'ici par les attaques du groupe de l'État islamique. Mais par ses liens avec les pays occidentaux et sa participation à la guerre contre Daesh, le Maroc demeure en première ligne des pays menacés par le groupe terroriste. Restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite.